L'enjeu principal, souvent, c'est que la personne qui est sur le terrain, le technicien de maintenance dans l'usine, euh, la personne qui est en train de planifier sa campagne marketing, enfin que ces personnes-là soient de plus en plus capables de prendre en main la donnée et l'IA. Parce qu'en fait, ça va être notre métier. Bien Enfin, sûr. euh, le métier des humains, je veux dire. C'est-à-dire que les humains qui gagnaient leur argent en étant derrière un ordinateur, à utiliser des applications, vont voir leur métier changer. Parce que leur métier va être de piloter des IA. Parce que sinon, ils n'auront pas d'autre métier. Je pense que dans les 10-15 prochaines années, les plus grosses entreprises qui vont être créées, nouvelles par les startups, et qui vont commencer maintenant dans les 5 prochaines années, seront des entreprises qui sont pas forcément des entreprises de logiciels, mais des entreprises qui renouvellent en fait l'industrie de services, euh, en construisant des nouveaux modèles basés sur l'IA. Si on peut plus se déplacer en avion parce que c'est insoutenable de consommer ou d'émettre autant de carbone, je pense que assez naturellement, ce qui va se passer, c'est que la norme sociale valorisée sera celle d'aller dans le plus bel univers virtuel. Et que du coup, la vacance se fera dans le salon, juste parce que l'expérience sera meilleure, de toute façon. Bien sûr. J'imagine la Méditerranée dans 20 ans, ça se trouve, ça fera beaucoup trop chaud l'été. Ça sera peut-être beaucoup plus sympa de rester dans son salon pour faire des vacances, en plus avec des gens qui seront beaucoup plus beaux, parce qu'ils seront forcément magnifiques, vu que c'est un univers virtuel. Hmm. Bonjour Florian, Bonjour. comment vas-tu? Ah, très bien, et toi? Très bien. Écoute, très bien, 95e épisode. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoir IA. Je t'ai entendu chez Mathieu Stéphanie. Tu as fait un épisode Génération Do It Yourself que j'ai trouvé excellent. Donc, je tiens à féliciter Mathieu et toi par la même occasion. J'ai trouvé que tu avais une clarté géniale, que tu n'étais pas du tout dans la complexité sur les sujets IA, que tu avais même une forme de douceur en fait dans ton explication, donc que tu étais hyper pédagogue. Et on avait déjà discuté depuis un moment pour faire ce podcast. Et là, je suis hyper content de pouvoir faire ça avec toi. Et j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus loin sur l'IA, sur l'anticipation. On parlera évidemment de Dataiku. Donc merci d'être là. Merci à toi, mais j'espère que tu me mets pas la pression là. Pas du tout, pas du tout. Euh, alors, ma question traditionnelle, Florian, et donc on est donc en septembre 2024. Je dis ça parce que comme tout s'est accéléré depuis quelques mois, quelques années, et depuis ChatGPT, on a toujours des nouveaux outils qui sortent. Donc c'est important pour la postérité de voir par rapport à quelle nouvelle révolution, quel outil qui vient de sortir, on discute. Euh, donc la première question, Florian, c'est toi, comment est-ce que tu as vu, tu vois ce qui se passe dans l'IA depuis 2 ans, sachant que toi, tu es dans l'IA depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, moi je suis dans l'IA depuis au moins 11 ans, mais ça fait... en fait, je travaillais déjà sur de l'analyse de texte automatique, Ouais, le traitement automatique de la langue, etc. Enfin, faire des modèles comme ça en 2020. ok. Oh non, en 2020, en 2000. En Ah, c'est 2000. pas pareil. En 2000 à 20 ans. Et, et, Waouh. et le, et le, du Mais coup, tu, ouais. tu nous sortais quoi, des triplés, du T9, de l'autocomplétion, ou tu nous Ouais, ouais, sortais c'était des phrases non, 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 ça sortait juste des triplets, de l'autocomplétion. Mon premier modèle, c'était des synonymes automatiques. En crawlant le web, avec Ok. quelques centaines de millions de pages, on pouvait fabriquer des corpus automatiques de synonymes. Hmm, Le fait que intéressant. chaise et fauteuil, c'est proche, etc. C'est ce qu'on arrivait à faire à l'époque, à peu près. Il y a 25, presque 25 ans. Et oui, maintenant, Ça fait c'est... penser à déjà un petit peu des embeddings, des Oui, oui, espaces ouais, vectoriels, ouais, cette ouais, proximité entre c'était des les analyses, oui, mots. c'était la construction d'espaces, d'espaces de proximité. C'est pas des idées complètement neuves, hein. C'est pas, c'est des idées qu'on quelques dizaines d'années. C'est juste que dans les 3 dernières années, elles ont commencé à beaucoup, beaucoup mieux marcher et à passer à l'échelle que la règle auquel tout le monde
pouvait croire sans vraiment y croire, qui est que l'ajout de plus de puissance de calcul et de plus de données fait marcher l'intelligence en soi. Il suffit, entre guillemets, de rajouter du calcul et de la puissance pour entraîner des modèles de langue plus intelligents est devenu vrai, ce qui était une hypothèse possible, mais que personne n'avait vérifié. Mais après, moi, ça fait, en particulier dans mon travail avec Dataiku, ça fait plus de 10 ans que je réfléchis ou que je travaille sur l'idée que l'IA doit être plus démocratique. Et quand j'ai vu chez PT il y a 2 ans, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, l'IA de la vie de tous les jours, l'IA quotidienne, que chacun expérimentera au quotidien, tous les jours, en fait, elle est là. Enfin, elle va arriver. Enfin, ça devient devenir une réalité. C'est pas juste un rêve. Ouais, c'est super intéressant parce que je vois que tu avais travaillé donc là-dessus donc en 2000. Après cet usage professionnel Dataiku donc 2011, 2013. Ouais. Et ensuite après donc cette démocratisation totale, cette accessibilité, on en parlera tout à l'heure plus en détail, qui t'inspire à ce moment-là ta série d'essais, peut-être ton livre, Children of AI. Ouais, c'est une série d'essais ou 5 ou 6 blog posts, mais suivant comment on le positionne, mais où juste après chez PT, donc à peu près 2 ans, je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La manière la plus intéressante de se la poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si un enfant naît maintenant et à quoi ressemble sa vie? Parce que quand on est adulte, potentiellement, on a déjà une vie qui est tracée, on a déjà certaines habitudes, etc. Donc on voit tout comme un bouleversement de certains types. Mais quand on a un enfant, qu'est-ce qui va lui arriver? S'il naît un enfant qui naît maintenant, en fait, il aura une vie tout comme certains enfants sont nés avec Internet depuis l'âge de 0 ans, tout comme certains enfants sont nés avec des tablettes ou des téléphones depuis l'âge de 1 an. Là, on a des enfants qui naîtront avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils connaîtront pas l'univers sans machine qui parle. Grande question. À chaque fois que j'en parle, que les gens me disent mais comment ils vont faire pour réfléchir, les pauvres, ils vont pas être formés. Comment est-ce qu'ils vont faire pour raisonner? En fait, on a peur pour eux, mais comme les générations précédentes avaient peur pour nous, je pense. Je pense aussi, après, c'est bien de l'anticiper, de réfléchir, etc. Et je pense que c'est assez rationnel d'avoir peur, parce que on peut avoir un monde dans lequel il y a des changements rapides, et les sociétés modernes ne sont pas forcément immunes à des bouleversements en cas de changement rapide des conditions économiques. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité dans les 200 ou 300 dernières années, dans lesquelles tous ces changements rapides ont amené des bouleversements, des guerres, des changements politiques, il n'y a pas de raison pour que ça ne nous arrive pas aussi à nous. Tu penses que là, on peut avoir potentiellement un changement plus rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on a eu sur les dernières années, voire les derniers siècles? Oui, je pense que dans les 5 ou 10 prochaines années, il y aura des bouleversements économiques associés à l'IA qui seront beaucoup plus importants que les 30 ou 40 dernières, en termes d'impact économique, de changement de la manière de travailler, de changement dans la société, de changement des rapports de force, de changement du rapport à l'argent, du rapport au travail. Brad Lightcap, le CEO d'OpenAI, parlait de l'électrification du monde, l'électrification de la société, Electrify. Il disait que là, on était un peu en train de poser l'infrastructure de l'IA. On parlait de AIify. Il y a une vraie différence, c'est que cette électrification, elle s'est faite sur plusieurs dizaines d'années, voire un siècle. Ouais. Là, ça peut potentiellement arriver beaucoup plus vite. On est sur du software, quoi. Oui, ça a bien pris 50... Enfin, je me souviens plus exactement des ordres de grandeur, mais ça a pris quelques dizaines d'années entre les premières électrifications et l'impact sur les industries jusqu'à l'électroménager, la lumière au quotidien dans 90% des foyers. Je pense que ça a pris quelques décennies dans la plupart des pays. Là, c'est en effet un impact qui, après, c'est tout le monde pressent que ça peut être quelque chose qui prend 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible que
il n'est pas impossible qu'à la fin de l'année prochaine, tout le monde ait un assistant personnel dans la poche et du coup l'utilise entre 1 à 2 heures chaque jour. C'est pas impossible. C'est pas complètement possible. Il y a 25 ans, tout le monde regardait la télévision. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, je pense que les moyennes doivent être entre 2 et 4 heures de temps passé à faire du streaming. Mhm. Presque. Enfin, Bien sûr. je veux dire, c'est des choses qui vont très très vite. Bon, bah merci Florian, on est allé direct dans notre sujet, tant mieux, on est chaud. Par rapport à ce que tu as dit sur le scaling, sur le fait que de rajouter de la puissance de calcul, justement, c'est ce qui a fait qu'on a ces résultats aujourd'hui sur ces modèles. On dit souvent, ces modèles, grosso modo, on comprend comment ils fonctionnent, on sait les créer, hein, mais on comprend pas pourquoi ils fonctionnent aussi bien. Ouais. On est un peu surpris. Est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur cette phrase-là que j'entends souvent? En fait, cette phrase-là, elle vient du fait que on est rentré dans un univers où l'informatique est passée d'une science qui était plus proche de la mathématique ou de la physique théorique et de la logique, c'est-à-dire un univers dans lequel on pense en termes de forte prédictabilité, à une science qui est devenue, pour l'IA, beaucoup plus empirique. Et en particulier sur la question de savoir si comment ces modèles deviennent plus intelligents, c'est effectivement une découverte essentiellement empirique. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, et entre autres chez OpenAI, qui ont dessiné un petit graphe, la quantité de calcul, la data, on peut imaginer que c'est un graphe en 3D, la performance du modèle, son intelligence, et puis ils ont tracé des points. Alors, quand on multiplie la quantité de calcul par 2, ça va plus vite. Ah, jusqu'à un moment parce qu'on n'a pas mis assez de data. Donc attends, il faut mettre aussi en rapport à cette data. Ah, si on augmente à la fois la quantité de data et la quantité de calcul utilisée pour entraîner le modèle, en effet, il devient 2 fois plus performant. Et comme ça, ils ont tracé une courbe. Les scaling laws. Les scaling laws de l'IA. Et ils sont aperçus du coup que ça semblait marcher. Et pari qui est à un moment plus un pari scientifique, mais un pari, j'allais dire, économique, un pari d'entrepreneur, presque, du coup, on va mettre quelques dizaines de millions sur la table parce qu'on croit à la scaling laws, vu qu'il y a 3 points qui fonctionnent. Tac. Et ça marche. Et c'est en ça que c'est empirique, c'est qu'en fait, personne ne comprend fondamentalement pourquoi ça marche. Enfin, on n'a pas une science il n'existe pas une science de l'intelligence dans laquelle on a une compréhension profonde de qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qu'est être intelligent et de comment on apprend et qui explique pourquoi ça marche mieux comme ça que les tentatives précédentes et pourquoi la scaling laws fonctionne, etc., etc. Donc pourquoi ça marche aussi bien? Ok, super intéressant. Et je pense que ça me fait penser à ce qu'on appelle aussi, tu vois, les propriétés émergentes en fait de ces modèles. Donc le fait qu'ils arrivent par exemple à généraliser sur la compréhension d'une langue à laquelle ils n'ont jamais été exposés, qu'ils puissent raisonner, peut-être je sais pas, jouer aux échecs, tu vois, alors qu'on leur a pas appris. En fait, ces propriétés émergentes, ça vient de là aussi. C'est que c'est ce côté empirique qui fait que on n'imagine pas forcément ce qu'ils peuvent faire. Oui, on ne sait pas forcément prédire qu'il y aura des capacités émergentes d'un type ou d'un autre. Et après, le fait qu'elles arrivent est pas en soi forcément étonnant. C'est-à-dire que c'est un peu le principe de ces modèles profonds qui apprennent des concepts à partir du texte, notamment et surtout. En effet, ils ont appris à partir d'historiques de jeux d'échecs comment jouer aux échecs et quelles étaient les règles d'échecs. C'est-à-dire qu'ils ont appris de la notation qu'on utilise pour noter les échecs sur tout l'internet, comment ce texte en fait correspond à une séquence logique qui correspond non seulement aux règles du jeu, ce qui est déjà important, parce qu'il faut comprendre les règles du jeu juste en regardant des historiques de parties, mais aussi quels sont les principes pour jouer correctement aux échecs.
Est-ce que je peux te demander une petite question sur une définition quand tu parles d'apprendre, l'apprentissage. Yann Lequin a écrit un bouquin qui s'appelle Quand la machine apprend. Quand tu dis là, le modèle apprend, l'apprentissage, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos sur cette notion d'apprendre? C'est pas comprendre, c'est pas retenir, c'est apprendre. Comment est-ce que comment est-ce que tu peux nous exprimer ça un peu pour tout le monde? L'apprentissage. Je pense que dans les modèles profonds, le concept intéressant, essentiel qui est associé à l'apprentissage, c'est que à partir d'un schéma d'entraînement simple, on dit un modèle essaye de t'optimiser pour... on construit un modèle en essayant de l'optimiser pour qu'il sache prédire le mot suivant, ce qui est quand même assez simple finalement. Mais qu'on lui dit, pour faire ça, essaye de retenir toutes les interactions possibles entre tous les mots et les interactions entre les interactions des mots. En fait, en faisant tout ça, on fait émerger la notion de concept, c'est-à-dire le fait qu'un mot dans une position donnée veut dire quelque chose. C'est-à-dire quand je dis chaise, c'est chaise, mais en fait, c'est un concept de chaise. Ok, ça c'est facile. Mais quand je dis or, par exemple, il y a un concept de or qui est un peu plus que le mot OR. Parce qu'il y a aussi un concept de richesse associé à l'or. Enfin. Ouais. Et donc, il comprend finalement par toutes ces séquences de mots, ces concepts, et au final, il fabrique une forme de représentation du monde. Enfin, du monde issu du texte. C'est-à-dire la partie du monde qu'on peut comprendre en lisant tout et sans voir rien. Si on n'entraîne un modèle qu'avec du texte. Et c'est le fait de constituer une représentation du monde et de pouvoir l'utiliser, qui fait qu'ensuite, il va pouvoir utiliser ensuite le mot or, mais avec toute la compréhension du concept associé à or, qui fait que en fait, il a appris quelque chose. Parce que sinon, il aurait juste retenu qu'il faut que c'est intéressant de dire or parfois après table, mais plus souvent après lingot de. Bien sûr. Dire lingot d'or. Mais ce qui est pas suffisant pour apprendre. Alors que, en fait, il apprend vraiment au sens que il s'est construit une représentation du concept associé à or qui permet ensuite de l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en lien avec d'autres concepts et au fait qu'il y a d'autres concepts qui sont associés à or. Par exemple, le fait que richesse peut être associé à pauvreté ou être un opposé de pauvreté. Et donc, il pourrait presque faire ensuite de l'humour, au sens en expliquant cette chaise est branlante, mais elle est faite en or. Branlante, négatif, pauvreté, etc. Mais or, richesse. et donc, il a compris que ça pouvait être drôle, par exemple. Ou que c'était une opposition de l'expliquer comme ça. Parce qu'il aura compris ces concepts-là. Et qu'il aura la représentation via des juste numériques dans son modèle de cette idée-là. Sur cette notion d'humour, à chaque fois qu'on essaye de demander une blague à ChatGPT, la plupart du temps, ça nous fait pas trop marrer. Hier, j'ai fait un test en live avec la fonction voix avancée qui vient de sortir, donc, que j'utilise avec un VPN pour pouvoir y accéder. J'ai demandé à ChatGPT des blagues là-dessus avec la fonction voix. Ça a fait un bon guide encore. Mais... Je dois avouer que j'ai pas essayé, mais je pense que si on entraînait un modèle un peu plus spécifiquement à faire de l'humour, avec la consigne explicite de le faire ensuite, il le ferait. Je suppose aussi que le problème sur les modèles grand public comme ChatGPT, c'est qu'il doit être très 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 dur d'avoir à la fois des bonnes propriétés en termes de modération du contenu et faire de l'humour. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Certainement. On a bien vu ça avec l'exemple notamment de Google Images qui a été retiré, suspendu. On lui demandait de favoriser la diversité, d'être très inclusif. Et au final, de l'autre côté, en faisant ça, on arrivait sur des erreurs historiques. Donc il y a toujours ce curseur entre la modération, ce qu'on veut que nous sorte même pas. Il y a des problèmes plus qui arrivent même avant, qui est par exemple pour faire de l'humour. Il faut souvent être capable de
raconter quelque chose de faux, enfin d'halluciner, de raconter une histoire en tant que telle, qui soit complètement fictive. Et je pense que c'est intrinsèquement assez dur de calibrer quelque chose pour être capable à certains moments de rentrer dans cette histoire fictive, mais aussi de ne pas halluciner. Bien sûr. Et du coup, c'est ce curseur entre. Ouais. En fait, je pense en tant qu'humain, on le ressent nous-mêmes. En fait, on a appris au fur et à mesure du temps, et on a cette manière, suivant le moment, de rentrer dans le fictif, l'imaginaire, l'émotionnel, et des fois d'être complètement dans le factuel et le présent. On sait que notre cerveau, des fois, on peut faire ça nous-mêmes. Ça semble être, d'ailleurs, pas juste notre cerveau au sens de notre cerveau, mais aussi notre corps et des hormones, etc., qui nous fait passer de l'un à l'autre. Ben, je pense qu'il n'y a pas ce niveau de finesse dans les systèmes d'IA actuellement. Aujourd'hui, donc, ça c'est très intéressant sur ce que tu disais aussi, sur un petit peu cette compréhension du monde de ces modèles. Ça fait toujours penser, tu sais, au mythe de la caverne de Platon, quoi. De voir des ombres sur un mur projeté. Donc ces modèles qui, pour l'instant, au début, là, texte to texte, ne voyaient que du texte qui devait se faire leur avis, et qu'on enrichit de plus en plus avec de plus en plus de données, de vidéos, d'images et tout ça, quoi. Ce qui augmente leur compréhension du monde et leur capacité d'apprentissage. Florian, pour continuer, toi, quels outils d'IA générative aujourd'hui est-ce que tu utilises? J'utilise surtout, en fait, on va dire, j'utilise surtout Claude et ChatGPT. Les deux? Les deux. T'as des comptes pro sur les deux? J'ai des comptes pro sur les deux, ouais. Je lisais un tweet assez marrant, on arrive sur une ère de l'abondance du software, tu vois, ce que ça dit, des LLM. Et il disait donc, ce qui compte dans cette abondance maintenant, c'est le goût. Donc, les esthètes utilisent Claude et Perplexity. Tu vois. Et je trouvais ça assez marrant. Donc, toi, Claude et ChatGPT, tu les utilises quotidiennement? Probablement quotidiennement. Et après, par exemple, un usage que je peux avoir, par exemple, qui a changé ma capacité, la manière dont je faisais certaines choses, c'est, par exemple, quand on fait une présentation. Ouais. Souvent, un biais quand on fait une présentation et des slides, c'est d'écrire beaucoup trop de mots dessus. Et les bonnes slides, c'est celles souvent avec un texte, avec juste quelques mots, etc. Parce que l'enjeu, c'est plutôt de raconter une histoire que de faire lire des choses aux gens. C'est vrai qu'en fait, un usage maintenant, c'est que ma productivité pour écrire des slides dans lesquels il y a une image et un texte et 3 mots est beaucoup plus élevée. Parce qu'en fait, écrire 3 mots, ça prend quelques secondes. Et écrire une image qui soit un peu inspirante, associée aux mots, c'est devenu maintenant aussi une commodité. Et en plus, c'est assez facile d'utiliser OpenAI pour faire en sorte d'avoir des séquences de 10 ou 20 images relativement pertinentes, un peu dans le même univers, et qui racontent une histoire pour faire ces slides. Et du coup, finalement, avoir une manière beaucoup plus graphique en fait de présenter les choses aux gens. Ce qui est beaucoup plus amusant. Clairement. Enfin, pour eux en tout cas. Donc, tu nous fais des slides, mais tu veux dire que tu génères des images avec DALL-E? Oui, avec DALL-E, ouais. Très bien. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un style cohérent, d'avoir un vrai univers. Parce qu'en fait, l'alternative, c'est d'aller dans des banques d'images, etc. Enfin, c'était comment on faisait ça dans les années 2000. Enfin, au début des années 2000. Ouais. On est encore dans les années 2000. Mais là, en fait, on peut créer vraiment des choses qui ont un vrai univers et qui sont originales ou qui peuvent être. Et ça, c'est une manière de raconter des histoires, en fait, quand on a besoin de présenter des informations à quelqu'un, que je pense intéressante. C'est hyper cool. Mais donc, toi, grosso modo, tu dois faire une présentation pour un client Dataiku. Voilà, tu fais ta présentation, tu fais tes slides, ton texte et tout ça, et tu utilises ChatGPT pratiquement pour compresser, résumer tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une autre. C'est intéressant parce que il y a l'histoire qu'on veut raconter qui sont juste les mots qui ont, par exemple, peuvent être à gauche, ok. Et ça. Comme il y en a quelques-uns, effectivement, c'est moi qui les écris en tant qu'humain. Je ne demande pas vraiment à ChatGPT de les écrire. Mais pour l'histoire et les mots, là, ouais, il s'agit d'aller. C'est pas forcément d'aller compresser l'histoire, c'est qu'en fait,
les bonnes histoires de type présentation commerciale, c'est souvent celles dans lesquelles il y a un texte et un sous-texte. En fait, toutes les bonnes histoires, c'est une question, il y a un texte et un sous-texte d'ailleurs. Donc le texte le texte littéral raconte l'histoire et l'image raconte le sous-texte. Il embarque la personne dans un univers dans lequel, en fait, potentiellement, les concepts potentiellement très abstraits qu'on veut raconter dans le business, on peut les transformer en personnages. Et en fait, ça permet aux gens de s'ancrer dans l'histoire. On perd tellement de temps à lire des slides parfois, à voir des présentations, autant que ce soit un peu amusant. Tu me donnes envie de... À la base, je pensais pas en arriver là, mais tu me donnes envie de voir une présentation commerciale d'Ataiku, en fait. Ouais, alors c'est pas forcément les présentations les plus commerciales que je fais comme ça, mais Stratégique. voilà, mais c'est pour expliquer les concepts aux gens. Parce qu'en Ouais. fait, c'est intéressant de faire le... Mais je pense que... Ok, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a cette notion aussi de se dire aussi que... On dit souvent, l'intelligence aussi, c'est un peu de la compression, d'une certaine manière. Ces modèles, ils compressent l'information, ils compressent le texte, ils en font une synthèse, ils l'étendent, ils la remixent. Donc ça, c'est super cool. Et après, ce que je vois aussi, c'est sur les présentations. En effet, je pense qu'elles vont complètement changer la manière de présenter avec toute cette multimodalité. Et demain même, tu vois, une image fixe. On en aura de moins en moins. Je pense qu'on va avoir à chaque fois des vidéos. On a une vidéo, ouais, parce que c'est ce que je me dis aussi là. Je pense que c'est ma prochaine étape, c'est d'avoir des mini vidéos à certains moments de la présentation. En fait, je pense que c'est une comment dire. Je pense pas que je sois très personnellement, je suis pas très doué en design du tout et j'ai pas forcément un très bon sens esthétique. Mais oui, ça permet en fait de démocratiser le fait de jouer avec l'image. Et donc, je pense que ça permet d'être plus créatif. Ça, c'est intéressant. Ouais, super aussi. Question que j'ai pas posée depuis longtemps, mais je vais te la poser. Et je pense connaître ta réponse. Mais est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing? Oui, je pense que oui. Ouais, je pense qu'on est d'accord aujourd'hui, enfin, en se faisant une image globale des choses, je pense, très largement. Florian, est-ce que tu peux nous présenter aussi maintenant un petit peu Dataiku, ce que vous faites, votre business que vous avez construit, donc une énorme réussite, une énorme boîte de logiciels qui, je pense, va être encore amenée à scaler, à grossir pour rejoindre les méga géants. Donc, on est super content d'avoir cette entreprise en France. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce sur quoi vous intervenez avec vos clients? Oui, Dataiku, c'est une boîte qui a plus de 10 ans maintenant, donc c'est une boîte adolescente, grande mais pas trop, et qui a plusieurs centaines de clients qui sont pour la plupart des grandes entreprises et d'un peu tous les secteurs. Et ce qu'on fait, c'est une plateforme d'IA pour l'entreprise. On ne fabrique pas des modèles, on ne fabrique pas des bases de données. Ce qu'on a fabriqué, c'est une plateforme visuelle qui permet à des gens, y compris des gens du métier, de travailler les données, de fabriquer les modèles par eux-mêmes. Pourquoi ? C'est parce que je crois à la démocratisation et je crois à la nécessité de contrôle par les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a besoin de donner plus de pouvoir à plus de gens dans les entreprises pour créer leur propre IA, moralement, que ce soit des agents, mais c'est parfois aussi juste de comprendre ce qu'il y a dans les données. Il faut donner plus de pouvoir aux gens qui comprennent la donnée, le modèle, l'IA dans les entreprises. Et par contre, il faut aussi qu'il y ait aussi du contrôle associé. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise puisse déployer tout ça en comprenant qui utilise quelles données, quels modèles sont utilisés, où et pour quel impact. Et pour ça, en fait, il y a besoin d'être collaboratif, d'avoir une plateforme centralisée. Il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle base de données, il ne s'agit pas d'avoir des nouveaux modèles. Il s'agit d'avoir la plateforme qui connecte les choses ensemble. Ce qui n'est pas le travail le plus sympa, parce que c'est un peu ingrat, faut connecter un peu tout. Mais donc tu fais pas les données non plus en fait. Tu fais pas le modèle, tu fais pas le données, mais ni le modèle ni les données, mais t'es la plateforme qui met tout ça en musique. C'est l'orchestrateur qui rend les choses plus simples pour les gens, ouais. Et ça permet d'avoir des clients aussi différents que effectivement les gens qui font de la data, c'est quoi ? C'est des banques, c'est des entreprises pharmaceutiques, c'est des industries, c'est des services, c'est des entreprises, c'est du commerce, c'est de la logistique. Enfin, dans tous les domaines, en fait, il y a la data. Et dans tous les domaines, il y a besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle différemment. Mais l'enjeu principal, souvent, c'est que la personne qui est sur le terrain, le technicien de maintenance dans l'usine,
euh, la personne qui est en train de planifier sa campagne marketing, enfin que ces personnes-là soient de plus en plus capables de prendre en main la donnée et l'IA. Parce qu'en fait, ça va être notre métier. Bien Enfin, sûr. euh, le métier des humains, je veux dire. C'est-à-dire que les humains qui gagnaient leur argent en étant derrière un ordinateur, à utiliser des applications, vont voir leur métier changer. Parce que leur métier va être de piloter des IA. Parce que sinon, ils n'auront pas d'autres métiers. Donc, l'âge de l'information, Ouais. c'est en train de passer maintenant à l'âge de l'intelligence. Je pense que oui. Parce qu'en fait, c'est plus juste une question de maîtriser les flux d'informations. C'est une question de maîtriser des intelligences, du coup, artificielles qui sont utilisées par les entreprises pour créer de la valeur. Pour que ça fonctionne bien, ta solution, Mhm. Dataiku, que vous avez développée, vous avez besoin de données qui soient propres, qui soient bien structurées. Ah non. Est-ce que les boîtes Non, avec non, qui tu justement. travailles ont des données bien structurées? Non? En fait, alors, Ouais. il y a structure. Dis-nous la vérité. Non, mais il y a bien structuré et en fait, il faut qu'elles soient accessibles. Il faut que les données existent. Si les données n'existent Déjà. pas, c'est un petit peu, enfin, il est un petit peu difficile de faire quelque chose de spécifique. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, une des choses qui a été très importante quand on a commencé Dataiku, c'est qu'on était très pragmatique. Par exemple, quand on a commencé et même maintenant, en effet, la plupart des boîtes n'ont pas des données complètement structurées. Et du coup, il y a plein de gens qui essayaient de faire des modèles d'apprentissage automatique, mais sur des données peu structurées. Du coup, ils passaient plein de temps à les nettoyer, les normaliser avant de faire ça. Et du coup, une des premières choses qu'on a fait dans Dataiku, c'est qu'on a fait cette plateforme d'IA, mais avec des super capacités de nettoyage et de tuyaux. C'est aussi un peu ingrat. Hein. C'est comme si on disait on va faire architecte, mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas, on va tout déblayer, quoi. On va tout nettoyer. Et et c'était une force de l'outil, en fait, c'est toujours une force de l'outil, c'est que ça permet très très facilement de nettoyer ces données. Et pourquoi? Parce que, alors après, souvent les gens me demandent, mais maintenant il n'y a plus besoin de nettoyer les données parce qu'il y a ChatGPT, donc tout est magique. Ce qui est un peu vrai sur certains cas, ça change la manière de nettoyer, y compris dans ce qu'on a rajouté dans Dataiku. Mais l'autre réalité dont il faut être conscient, c'est que quand on met en œuvre de l'IA dans une entreprise, il faut être capable de comprendre ce qui se passe et de, par exemple, mesurer la performance de l'IA qui a été mise en place. Et pour ça, il n'y a pas de magie. Faut être capable de compter et de savoir si c'était vrai ou faux. S'il y a eu un problème, si la prédiction était correcte ou pas. Et pour ça, il faut que les données soient propres. Parce qu'à la fin, la performance financière ou la performance économique doit être vraie. Elle ne doit pas être approximative. Bien sûr. Et ça, ça veut dire que le nettoyage des données et sa validation, de toute façon, c'est une chose en soi qu'il faut faire dans tous les cas. Ok, très bien. Ce travail ingrat et nettoyage des données. Et de l'autre côté, vous travaillez donc avec des modèles. Alors, Ouais. donc j'imagine depuis un moment avec des modèles Ouais. et peut-être maintenant avec Les les modèles nouveaux modèles, les d'IA LLM, générative, ouais. nos ChatGPT, Ouais. Claude, Ouais. Mistral. Peu importe, toi là-dessus, tu t'es Ouais. agnostique, quoi. Enfin, C'est agnostique et l'idée même, c'est de permettre aux entreprises de se connecter facilement à tous et à tous les nouveaux. Parce que la manière dont je vois l'écosystème à venir, c'est... on revoit tes tuyaux là quand tu dis ça un petit Oui, peu. oui, bah, Ok. moi j'aime bien Ouais, la plomberie. j'aime bien c'est un bon métier, hein. Mais ouais, C'est un métier très très noble et qui rapporte. Et, du coup, pareil. et en effet, l'enjeu pour les entreprises, ça va être de plus en plus de se connecter à des modèles différents, parce que je crois, évidemment, il y aura des modèles très performants généralistes, mais pour plein de raisons à la fois économiques, de souveraineté, mais aussi de performance, de prédictabilité. Il y aura les entreprises auront 10, 50 modèles différents qu'elles vont utiliser pour différentes tâches et sous-tâches. Et elles auront besoin de passer de l'un à l'autre, elles auront besoin de se connecter, elles auront besoin de prendre les mises à jour, etc. Donc là, il y a toute une complexité qu'elles n'auront pas envie de gérer par elles-mêmes. En ce moment, ça tombe bien, c'est les Dataiku Everyday AI Summit. Ouais. Ce que j'ai apprécié sur la construction de l'événement, en tout cas, c'est que vous êtes parti par secteur. Ouais. Et il y a des questions différentes qui se posent dans chacun de ces secteurs avec l'IA. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner un petit peu sur les principaux secteurs? En fait, on a séparé en trois. On a séparé en trois une
une journée orientée finance, banque, assurance, une journée orientée industrie, avec finalement tout ce qui est construction, design, logistique, et une journée plutôt orientée commerce. Commerce, marketing, e-commerce, and co. Et en effet, c'est des sujets assez différents. La finance, c'est un domaine qui utilise l'IA depuis, c'est un domaine où l'information est clé. C'est-à-dire qu'en fait, une banque, c'est essentiellement un système d'information. C'est des comptes en banque. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que l'information. Il n'y a pas de bien, quoi. Il n'y a pas de bien. Matérialité, quoi. Il n'y a pas de matérialité. Du coup, le fait de construire des modèles ou de modèles financiers, de faire des prévisions, c'est dans le cœur du métier de la banque depuis la nuit des temps. Parce qu'en fait, octroyer un crédit, c'est faire une prévision sur le risque de défaut. Ça fait quelques centaines d'années que c'est comme ça, en fait. C'est juste qu'il le faisait à l'encre, littéralement, avant. Et donc là, il y a quelque chose qui est pas nouveau, mais en même temps qui est très nouveau, parce que là, c'est des enjeux il y a à la fois des enjeux de modernisation de la donnée, ok, mais sur l'IA, il y a la perspective de transformation des domaines financiers. Transformation du métier de la banque, la compréhension des marchés, par exemple le rôle de l'analyse financier qui peut être complètement transformé dans l'année qui vient, et on voit nos clients faire ça. Là, on le voit beaucoup. On a des grands clients américains en banque, par exemple, il y a Morgan Stanley qui vient nous attribuer son prix de l'innovation. Wow. Un client de Dataiku depuis très longtemps. Et en effet, je pense qu'il y a une question de à quelle vitesse vont se transformer les marchés financiers. L'analyse financière, j'ai vu des études, et même des papiers de recherche qui disaient que certains modèles arrivaient à faire mieux qu'un analyse financier humain dans certaines tâches. Morgan Stanley, c'est des budgets énormes. On parle d'investissements en milliards de dollars pour se passer à l'IA, quoi, grosso modo aussi. Je pense que toutes les banques investissent massivement dans ce domaine-là. Et après, je pense qu'aussi, quand on rentre dans le détail, il faut comprendre que il ne s'agit pas forcément d'avoir un remplacement de l'analyse financière. Il faut comprendre que dans le rôle, par exemple, de l'analyste financier, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être des tâches assez ingrates de capture et synthèse des données entre différentes sources. Et que tout ça, finalement, peut être beaucoup simplifié, en fait, dans les mois à venir. J'allais dire années, mais en fait, c'est plutôt dans les mois à venir. Ouais, donc ça va être fou. Sur les métiers les métiers ou les activités qui sont en train de changer très vite, qui peuvent être impactés très vite, tu parlais du service client, de la génération de contenu. Ouais. Pour toi, ça c'est... Et tu parlais aussi, et je trouvais ça très intéressant, de différentes étapes, grosso modo. Il y a une transformation qui peut arriver, qui peut être très rapide sur ces métiers. Ouais. Génération de contenu, service client. D'autres qui arriveront un petit peu plus loin, de manière un peu plus lointaine, en deuxième étape, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de l'aide à... Il y a une première étape qui permet de... Par exemple, synthétiser ou trouver plus rapidement l'information. Puis après, il y a des étapes qui peuvent être plus profondes d'augmentation, d'automatisation. En fait, une manière de voir la révolution actuelle, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de nos clients qui déploient des assistants ou des chatbots d'entreprise qui vont permettre aux employés de trouver plus rapidement de l'information. Ça peut régler ou faciliter certaines questions internes, comme je sais pas, répondre à toutes les questions sur les notes de frais. Enfin, c'est la méga mode, c'est un des cas d'usage les plus développés et importants. Souvent, on fait ça avec du RAG, Retrieval Augmented Generation. Pour moi, c'est des cas d'usage 5%, au sens où c'est pas 5% des cas d'usage, c'est la plupart, mais au fond, qu'est-ce qu'on espère là-dedans? C'est quelques pourcents de productivité. On ne saura pas vraiment mesurer probablement à la fin. Mais, dialoguer avec une base de données, une base d'informations que normalement on consulte jamais, simplifier l'accès. Ça fluidifie, ça enlève, ça évite des emails, ça évite des emails qui apportent pas beaucoup de valeur aux gens, etc. Ça, c'est de la fluidification, etc. Il y a une catégorie de cas d'usage qui sont comme ça. Mais après, les cas d'usage qui, je pense, sont les plus intéressants, c'est des cas d'usage dans lesquels
il y a une accélération profonde d'un processus métier répétitif et laborieux, où le travail de quelques jours devient un travail de quelques heures, voire quelques minutes dans certains cas. Et ça change la nature du travail. Ça peut être, ce que j'ai vu marcher, c'est par exemple le travail d'un acheteur de publicité en ligne qui fait de la Google Ads. Ouais. En fait, peut mettre quelques heures en fait à faire une bonne campagne, à décider des montants, à faire les descriptifs et les titres, et toutes les variantes pour son produit, Évidemment. etc. Ça prend quelques heures. Parce qu'il faut bien écrire tout. J'ai vu des systèmes où c'était automatisé maintenant. Donc du coup, maintenant, l'humain, il fait plus que la validation finale. Du coup, le travail de quelques heures devient un travail de quelques minutes. Du coup, la personne qui faisait 10 campagnes par jour pourrait en faire 100 par jour. Ouais. Voilà. Donc, voilà. J'ai vu des systèmes dans lesquels des avocats ou en propriété intellectuelle pouvaient faire leur recherche en un état de l'art aussi en quelques minutes. Écrire un premier rapport en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Ça devient de plus en plus commun à plein d'endroits. Et donc ça, c'est des choses qui vont changer la nature du travail. Parce que une tâche qu'on donnait à quelqu'un dans l'entreprise et qui était censée lui prendre une semaine est censée prendre quelques minutes. Ça, c'est des choses qui sont quantifiables. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait que les entreprises vont se transformer le plus. Et ça, par contre, ça a des questions de fond d'impact économique, de comment ces gains de productivité en fait sont ensuite répercutés dans l'organisation de l'entreprise. Donc on peut faire beaucoup plus vite. Sur certaines tâches. Après, c'est ce qui se passait aussi sur le code, typiquement avec tous ces outils de génération de code. Mais après, oui, ça va avoir un impact important au niveau de l'entreprise, en effet, des organisations. Oui, ça va avoir un impact important sur les entreprises, sur les organisations, parce qu'il faut qu'elles puissent. En fait, l'impression générale, c'est que l'enjeu n'est pas tant la technologie au sens de la qualité et la performance des modèles en tant que tels, c'est plutôt une question de vitesse de changement, une vitesse de l'adoption par les entreprises. À quelle vitesse on est prêt à accepter ce changement. Tu utilises des assistants de réunion tu sais, des outils qui font du transcript, du speech to text, un petit robot qui peut rejoindre tes réunions virtuelles, et après, une fois que tu as ce transcript, ce texte, tu peux en faire ce que tu veux, un résumé, un compte rendu, une proposition commerciale. Ouais, on les a de temps en temps, ouais. Mais moi, je les utilise peu. Mais... Je trouve que ça fait gagner un temps incroyable. Et surtout, tu vois, on perd plus d'informations. Et quand on peut être un tout petit peu tête en l'air, tu vois, en fait, on retrouve des détails qu'on aurait vraiment oubliés sur une réunion. Je trouve que ça, pour moi, c'est un cas qui est énorme, dont on parle pas assez. Tu vois. Non, je l'utilise dans Zoom, ouais. Dans Zoom, c'est marrant. C'est cette utilisation de la technologie qui fait qu'il y a de la transcription automatique. Et alors, quand tu passes en français, il te demande de français à anglais, il te demande de le valider. Mais des fois, tu restes en anglais, il te demande quand même si t'es pas en train de parler en français. Et là, tu te sens un peu genre, faudrait que je travaille un peu mon accent. Clairement. Tout à fait. C'est ça l'adoption de la technologie, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à être vexé par la technologie? C'est ça le problème. Et le jour où elle est capable de nous vexer, je pense qu'elle peut nous faire marrer et qu'elle peut être très puissante. Ouais, tout à fait. Ok. Récemment, il y a Mark Zuckerberg et pas mal de patrons de start-up dans l'IA en France et en Europe qui ont signé une petite lettre en disant qu'il fallait faire gaffe, être capable de partager un maximum de données très vite, être très ouvert, parce que sinon on risquait un décrochage technologique avec ce qui est en train de se passer sur l'IA. On le voit de l'autre côté. Apple Intelligence, ça va pas être disponible en Europe tout de suite. Gemini, c'est pareil, tu vois, il accède pas comme ça. Meta AI n'est pas accessible en France, alors qu'il y a un déploiement mondial. Et encore plus récemment, sur la fonction voix avancée de ChatGPT, rollout dans le monde entier pour tous les utilisateurs de ChatGPT+, mais en France et en Europe, en tout cas, on n'y a pas accès. Attention, c'est pas si simple, ce n'est pas que du RGPD, il y a un bras de fer un petit peu entre les GAFAM et l'Europe.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Florian? Toi, est-ce que tu penses qu'il faut, comment est-ce qu'il faut agir? Est-ce que c'est pas un risque qu'on prenne du retard par rapport aux États-Unis, à la Chine, au monde entier, avec la régulation sur l'Europe et sur l'IA? Je pense qu'en effet, il y a un risque. Il y a... Je pense qu'il y a un risque, mais que, en un sens, j'attribuerais pas à l'idée de réguler elle-même, mais à deux choses. Je pense qu'il y a un risque d'être en retard, indépendamment de la régulation. Ça, on pourrait passer des heures à discuter de pourquoi. Mais après, l'enjeu qui est mis en... La lettre, elle est assez... j'allais dire assez claire et assez habile, parce que la remise en cause n'est pas une remise en cause de la régulation en elle-même, mais de son opérationnalisation, c'est-à-dire de sa mise en œuvre. Le risque qu'on a en Europe à cause à la fois de la manière dont on met en œuvre les choses et en plus de la fragmentation en différents pays, c'est l'absence de clarté par les gens qui veulent innover des risques qui courent en mettant en œuvre leur innovation. Et je ne parle pas juste des risques maintenant, mais des risques dans le temps. C'est-à-dire si on met en place ce type de régulation, mais que c'est pas très clair de comprendre à qui il faut demander ou qu'est-ce qu'on a le droit de faire exactement, ou comment seront exactement mis en œuvre les choses, ça crée une incertitude en fait pour l'innovateur. Et c'est l'innovateur à la fois au sens des GAFAM, mais c'est aussi l'innovateur au sens des startups, c'est l'innovateur au sens du centre de recherche, mais c'est aussi l'innovateur au sens de la personne en entreprise qui veut accélérer ou pas la mise en œuvre de l'IA dans son entreprise. Et c'est là où il y a le plus d'impact économique. L'impact économique, il est dans la vitesse à laquelle nos entreprises traditionnelles en France vont être capables de prendre le pli de l'IA. Intéressant, intéressant. J'avais pas vu ce côté client, mais que toi tu vois parce que tu es à leur contact au quotidien. Ce côté client entreprise, en effet. Ouais. Mais c'est eux qui vont nous servir des produits. Et en fait, avec un effet secondaire, ça va impacter le plus grand nombre. Ça va impacter le plus grand nombre, et puis il y a aussi les emplois et la performance économique. C'est juste une réalité. On peut essayer de le remettre en cause, mais c'est juste une réalité. Et il y a une vraie question, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est important d'avoir une bonne gouvernance de l'IA, que les entreprises soient responsables là-dessus, mais il faut aussi qu'elles puissent être... faut pas qu'elles vivent dans la peur, parce qu'en fait, la peur, c'est très très facile à expliquer. C'est très très facile à expliquer pourquoi on ne peut pas. C'est très facile à expliquer pourquoi il existe une règle qui fait que je ne peux pas répondre tout de suite et du coup je reviendrai vers vous dans une semaine ou deux. Mais en fait, quand on met ça à l'échelle d'un continent et que toutes ces semaines de réponses s'entassent, en fait, c'est comme ça qu'on perd 6 mois ou 1 an d'innovation et c'est comme ça que après on est potentiellement obligé, à cause de l'économie, de faire des choix qu'on n'aurait pas voulu faire. Donc en fait c'est une notion assez classique, il faut qu'on arrive à réduire l'incertitude par rapport à ça. En vrai on en a eu beaucoup trop au niveau européen depuis 18-24 mois sur ces sujets de l'IA. Donc message à tout le monde, à Clara Chapaz aussi, donc la nouvelle secrétaire d'État. C'est avoir des règles très claires sur l'implémentation de l'IA, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, pour favoriser le développement économique, l'implémentation par les acteurs et aussi par tout le tissu d'entreprise en fait. Parce qu'en fait, moi je forme des boîtes aussi sur l'IA et très souvent en fait ils savent pas, une fois que je les ai formés, ce qu'ils peuvent faire avec ce que je leur ai appris à créer par exemple, tu vois. Une fois qu'on peut former quelqu'un sur Midjourney, lui montrer comment faire des visuels, derrière la question qui va se poser c'est mais est-ce que je peux vraiment l'exploiter quoi, enfin. Ouais. Et là c'est un niveau d'incertitude qu'on ne veut pas faire porter à tout le monde, en fait. Il faudrait que certaines de ces choses-là soient beaucoup plus claires. Honnêtement, je pense que le fait de devoir réguler les IA est assez rationnel. Je pense que c'est un besoin fondamental d'avoir certains niveaux de régulation. Pourquoi ? C'est parce que c'est des technologies qui sont puissantes et qui, complètement non régulées, peuvent être potentiellement dangereuses. Évidemment. Donc ce serait pas complètement rationnel de laisser tout le monde faire n'importe quoi. Si c'est une technologie dangereuse, en fait, en tant que société, il y a plein de choses qu'on régule et qui sont a priori moins dangereuses que l'IA. Mais par contre, c'est pas parce que c'est un sujet technique qu'on peut pas avoir des réponses claires. Et peut-être que c'est juste des nouveaux modes d'organisation. Il suffirait qu'il y ait une seule personne ou un dictateur qui explique explicitement très clairement ce qu'on peut faire ou pas faire, qui soit capable de répondre en quelques jours à n'importe quelle question sur
l'approche ou les contraintes qu'une entreprise doit avoir pour une certaine type de mise en œuvre. Mais ça, c'est une exigence opérationnelle plutôt qu'un principe philosophique sur l'IA et la place du gouvernement. Bien sûr. Je pense que la lettre de Zuckerberg, c'est plutôt une demande d'efficacité, en fait. Non, mais on est d'accord. L'IA est sortie des labos, elle est sortie des labos de recherche des scientifiques, même si c'était la recherche appliquée. Maintenant, donc c'est un sujet de société. Tout le monde et en fait, et je crois que les chercheurs n'attendent que ça. Ils ne demandent que ça. Ils ont apporté cette technologie. Maintenant, c'est que la société s'en saisisse et dise et qu'on décide ensemble de ce qu'on veut en faire ou pas, quoi. Oui, tout à fait. Florian, sur niveau investissement sur l'IA, tu disais un truc que je trouvais super intéressant, c'est que pour toi, c'était un nouvel objet d'investissement, ces modèles. Ouais. On prend le capital risque depuis des années, en France, dans la Silicon Valley, où on veut. On a parlé de lean, de bootstrapper, de MVP, de tout ce qu'on veut. C'est ce qu'a vendu Sam Altman à tout le Y Combinator sur plusieurs promos pendant des années. Et en fait, là, d'un coup, lui, il nous fait la startup qui sera peut-être la plus consommatrice en cash de l'histoire. Ouais. C'est marrant de voir ça, tout ça qui a changé avec ces modèles. Peut-être même jusqu'à la fin des temps, oui, c'est très possible. Et ouais, ça a changé. Ça a changé parce qu'en effet, il y a cette logique qu'il faut investir quelques centaines de millions, pas pour acquérir des clients ou pour fabriquer un logiciel compliqué ou monter une entreprise avec beaucoup d'employés, mais pour fabriquer un modèle qui va tenir sur une clé USB. Et du coup, l'asset construit est une clé USB. Donc c'est une notion incroyable. Tous les poids d'un modèle qui pourrait quasiment être omniscient, c'est ce que disait Elon Musk. À un moment, il faisait une blague là-dessus à la Elon Musk, que tous les poids d'un modèle qui pourrait être quasiment donc Dieu pourrait tenir dans un et souvent on disait, il y avait une rumeur comme quoi chez OpenAI c'était dans un fichier CSV, tu sais, enfin donc un petit fichier équivalent Excel, et que tous les poids du modèle de cette intelligence étaient stockés là-dedans. Oui, alors de ce modèle à plusieurs milliards. C'est un fichier binaire, c'est probablement pas techniquement CSV parce que c'est pas très, enfin, ça fait pas beaucoup de sens de mettre des virgules, mais mais bon, oui, c'est des fichiers, enfin, c'est juste un fichier plat avec des chiffres. Hein. Donc une clé USB dans laquelle et ce qui est fou, c'est d'être capable en effet d'investir autant en amont là-dessus, quoi. Ouais, mais après, je pense que les startups qui viennent ensuite, en tout cas, il y a une nouvelle catégorie de startups qui viendra ensuite, qui est par contre potentiellement pas du tout sur le même modèle. Je pense que Là, ça y est, on a un oligopole fermé des modèles. Il y en a 5-6, Mistral. Je pense que oui, après, je peux toujours être étonné. Et surtout parce que maintenant qu'il y a des modèles open source performants, il y a une question de savoir quelle serait l'opportunité, indépendamment du coût d'entrée, quelle est l'opportunité de fabriquer plus de modèles. En tout cas, s'ils sont similaires aux modèles précédents et s'il s'agit de faire du texte et de l'image. Mais c'est pas je pense que les startups qui vont venir, c'est plutôt effectivement des startups qui vont utiliser les modèles. Mais si tu rentres un peu plus dans qu'est-ce qu'elles feraient, il y a toutes ces activités qui sont consommatrices d'informations et qui sont actuellement des activités à faible marge parce qu'en fait, il faut beaucoup d'activités humaines pour les opérer. Et en fait, tous ces business, s'ils peuvent être transformés par l'IA, peuvent être autant de startups qui les construisent sur des modèles économiques complètement différents. C'est-à-dire plutôt qu'avoir une entreprise qui travaille à 20% de marge et qui nécessite une grande capacité pour travailler et fournir un service, tu peux fabriquer une startup qui va essayer d'avoir 50 ou 60% de marge, qui sera AI first, où il y aura toujours effectivement des employés pour effectuer une partie du service, mais potentiellement 10 fois plus productifs, et qui du coup vont complètement révolutionner certains domaines de service. Ça, c'est super intéressant. Donc, on parle en fait d'une nouvelle vague. Par exemple, il y a eu les DNVB, des marques nativement numériques, tout ça, des AI NVB, quoi, enfin des marques full AI. Ouais. Par exemple, je sais pas, si tu réfléchis à l'industrie du service informatique, qui est à la fin une activité, mais qui a quand même une marge limitée, parce qu'en fait, il faut des gens pour coder et faire l'intégration. Tu peux imaginer que
Il y aura un jour une start-up d'intégration, de services d'intégration informatique, mais AI first. Et du coup, qui réfléchit très 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 différemment sur sa croissance, son profil de marge, juste parce que il fabrique de A à Z toute l'idée de fournir des services informatiques aux entreprises en imaginant que une bonne partie du développement est fait par de l'IA. Ce serait très séduisant, très intéressant. Tu penses que ça peut arriver, qu'on peut voir des nouvelles boîtes arriver comme ça, Je pense que là, un peu post les modèles, entre guillemets, dans les 10-15 prochaines années, je pense que dans les 10-15 prochaines années, les plus grosses entreprises qui vont être créées, nouvelles par les startups, et qui vont commencer maintenant dans les 5 prochaines années, seront des entreprises qui sont pas forcément des entreprises de logiciels, mais des entreprises qui renouvellent en fait l'industrie de services, euh, en construisant des nouveaux modèles basés sur l'IA. Et en fait, le logiciel en tant que tel, c'est un très très beau marché, mais à la fin, c'est que ça dans l'économie. Tout le reste de l'économie de services qui est associé au savoir, en fait, c'est ça dans l'économie, c'est beaucoup plus. Bien sûr. Et en fait, tout peut être pensé différemment. Tout marchera pas. Hein. Je dis pas en train de canon. dire que tout va être, mais il y aura des choses qui vont nous étonner. Quand je t'entends dire ça, je visualise mieux l'idée selon laquelle il pourrait y avoir bientôt un entrepreneur qui va monter une boîte tout seul, qui vaudra $1 milliard. Tu me donnes des pistes pour comprendre ça. Récemment, par rapport à ça, il y a Klarna. Je ne sais pas si tu as vu Klarna, donc un intermédiaire de paiement. On a vu qu'ils avaient remplacé donc plein d'effectifs sur du service client, mais ils ont dit aussi qu'ils avaient arrêté Workday, Salesforce, des logiciels qu'ils utilisent, que tout le monde utilise un peu, pour les remplacer par leurs outils d'IA. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et ça a surpris tout le monde parce que ça paraît peu crédible, mais ouais, ça peut être une partie du futur, ça, en effet. Trop cool. Florian, maintenant je veux parler de tes essais, Children of AI. Ouais. J'ai adoré, je recommande à tout le monde de le lire. Franchement, ça se lit bien. Donc, c'est l'histoire d'Olive, qui est née en 2023. Et c'est hyper intéressant. Donc, tu racontes l'impact de l'IA sur cette jeune enfant et qui devient une adulte. Donc d'abord son apprentissage au début. Comment est-ce que tu vois ça? Tu nous parles de Rapatatouc par exemple. Peut-être que j'écorche là. C'est pas très grave de l'écorcher parce que c'était plutôt l'idée que je m'imaginais une enfant qui naît maintenant et du coup elle naît avec l'IA. Et par exemple, mon hypothèse c'est que bientôt les enfants apprendront à lire au moins, et peut-être parler, avec des IA. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, même actuellement en tant que société, on investit probablement pas assez de temps, chacun d'entre nous, avec nos enfants, et alors apprendre des choses. Et donc du coup, si des IA peuvent le faire, c'est elles qui le feront. Et donc l'enfant apprend à lire avec l'IA, mais alors, si jamais il y a un bug dans l'IA, ou s'il y a un mot qui apparaît dans le modèle et dans le logiciel utilisé par tous les enfants à apprendre, et que ce mot est rapatruc, ça fait toute une génération de gens qui parlent en disant rapatruc. Et que les adultes ne comprennent pas pourquoi ils disent rapatruc. Parce qu'en fait, c'est dans le logiciel d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ce que je voulais dire par là, c'est que un truc intéressant, c'est que quand on va avoir une génération d'enfants on a une génération de gens qui parlent plus en emoji, par exemple, ou qui écrivaient les textes, ou qui écrivent les messages textes différemment. Là, si on a une génération de gens qui lisent et qui apprennent à lire avec l'IA, en fait, ils apprendront pas le français ou l'anglais, ils apprendront le français de l'IA et l'anglais de l'IA. Du coup, ils commenceront à parler une autre langue, légèrement différente, mais il y aura un petit décalage. Je suis presque sûr qu'on sentira ce décalage. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça inverse la perception que c'est l'humain qui décide et l'IA qui dispose. C'est l'inverse qui pourrait se passer. C'est fou, ça. Mais de manière subtile, hein. Je suis pas en train de dire non plus que c'est la fin du monde, mais il y a ces choses-là, ces inversions qui commenceront à arriver. Donc l'IA va être un méga tuteur. Continuons un petit peu la vie de notre Olive. Donc elle apprend à lire et tout ça. Je veux pas spoiler, hein. Donc mais t'as quelques petits exemples incroyables. Donc après, elle se forme, elle fait des études aussi. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quelles études faire? Les métiers sont faits par l'IA, ou beaucoup de métiers sont faits par l'IA, Comment s'orienter? Elle trouve quand même quelque chose assez spécifique. Je pense, mon souvenir, c'était, autour de l'ingénierie des matériaux, des choses comme ça, Mais parce qu'elle sait pas quel travail faire,
Ça va être fou parce que s'il y a peut tout faire, en effet. Mais d'une certaine manière, ce que je pense qu'il faut penser par rapport à ça, c'est qu'on voit beaucoup de choses qui changent. On passe quand même un temps incroyable aujourd'hui, nous, à mettre des likes un petit peu partout, tu vois, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Tu montres ça à quelqu'un il y a 50 ans, il te dit qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois. Du coup, c'est très très dur à imaginer. Parce que imagine, c'est dans 20 ans. Je ne prendrai pas dans... Parce qu'un enfant qui naît maintenant, ça veut dire il réfléchit vraiment à quel travail faire dans les 15-20 ans. Et dans 15-20 ans, à quoi va ressembler l'IA? Et du coup, qu'est-ce que c'est que le marché du travail si tu veux rentrer sur le marché du travail? Ah, ça c'est sûr. C'est sûr que faire un stage dans lequel il s'agit de faire de la synthèse de notes n'est probablement pas pertinent. Clairement. Quel est le travail? Quel est le premier travail? Ah, ça c'est sûr. Donc notre livre, elle fait ses études dans les matériaux, elle arrive sur le marché du travail et surtout après tu me dis elle a une envie elle monte une boîte à un moment, c'est ça? Un concept que tu appelles le Family World, un petit peu avec un petit peu une marque déposée d'ailleurs. Oui. Ouais, mais j'imagine bien que cet enfant-là ait construit un univers virtuel. Ok. Peuplé d'IA, parce qu'en fait, au fur et à mesure que les IA sont pertinentes, il y a de plus en plus d'intérêt à avoir un univers comme ça. Et moi, j'imagine bien qu'en fait, que c'est des univers qui peuvent être assez réalistes. Et donc, par exemple, j'imagine par exemple que c'est un univers où, en tant que jeune adulte, on peut réfléchir de manière virtuelle à qu'est-ce que c'est que la parentalité, en imaginant avoir des enfants à éduquer. Et que du coup, on vit la parentalité, ou on teste la parentalité de manière virtuelle avec des IA avant de l'expérimenter de manière pratique. Ce qui est peut-être très intelligent, parce que peut-être que la plupart d'entre nous ne sont pas prêts ou faits pour être parents ou compétents. Et que ça a plein d'impact sur la vie humaine, que ce soit comme ça. Donc un Tamagotchi, mais très 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 évolué. Ouais. Et impact sur la vie humaine, grosso modo, on fait moins d'enfants. On fait moins d'enfants. Et je pense qu'il y a une vraie fertilité. Une vraie logique, une vraie question qui est encore plus économique ou pressante, c'est que je pense qu'il y a on vit dans une société relativement carbonée où notre loisir principal, le loisir principal pour les vacances peut consister à aller loin ou prendre l'avion. En tout cas, c'est celui qui est perçu comme étant le plus valorisé par la société. Il existe peut-être des réalités physiques ou technologiques qui fait qu'on ne sera pas capable de résoudre le problème associé à ça d'ici 10 ou 20 ans. C'est pas sûr, quoi. Mais du coup, si on peut plus se déplacer en avion parce que c'est insoutenable de consommer ou d'émettre autant de carbone, je pense que assez naturellement, ce qui va se passer, c'est que la norme sociale valorisée sera celle d'aller dans le plus bel univers virtuel. Et que du coup, la vacance se fera dans le salon, juste parce que l'expérience sera meilleure, de toute façon. J'imagine la Méditerranée dans 20 ans, ça se trouve, ça fera beaucoup trop chaud l'été. Ça sera peut-être beaucoup plus sympa de rester dans son salon pour faire des vacances en plus avec des gens qui seront beaucoup plus beaux, parce qu'ils seront forcément magnifiques, vu que c'est un univers virtuel. Super Florian, merci beaucoup. Deux petites questions pour finir. Si tu avais une question à poser à une IA générative, une IA du futur, de 2030, super intelligente, tu lui poserais quelle question? Je lui demanderais qu'est-ce qui arrive ensuite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une projection du futur, d'accord. Ok. Elle est capable de faire ça, ouais. Très bonne question. Moi, j'espère. Hein. Est-ce que tu as une timeline pour l'AGI? Non, je pense qu'il n'y a pas clairement. Je pense que c'est dans les années à venir, mais je pense que c'est pas. J'ai du mal à croire que c'est un moment donné dont on se souviendra, genre une journée. Ce sera. Je pense que c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure et que d'ailleurs on voit dans les différentes évolutions de modèles où on est de plus en plus challengé par leurs compétences sur tel ou tel sujet. Oui, à plein de niveaux différents, en fait, on s'en rend pas vraiment compte et on n'est pas dans le scénario hollywoodien, mais et sur plein de composantes différentes cognitives, l'IA est déjà meilleure que nous. Ok, super. Florian, dernière question. Est-ce que tu as un livre ou un film à recommander à notre audience? Ouais, comme on est sur l'IA, ça peut être quelque chose de science-fiction. Moi, quand j'étais petit, entre je pense 6 et 8 ans, j'ai lu Le cycle des robots et le cycle de fondation d'Asimov, qui en fait sont presque un même livre, hein, donc après ça en fait 12 à lire, je crois, mais qui sont intéressants parce qu'il y a à la fois ce côté, la psychologie du robot, qu'est-ce qui se passe dans un univers dans lequel l'intelligence artificielle a
a des intentions, et il faut la convaincre, et il faut comprendre ses limites, etc. Et le déploiement de ça. Et après, il y a le cycle de fondation qui est fondamentalement sur l'idée de la psychohistoire, c'est-à-dire le fait d'utiliser la donnée et les mathématiques pour essayer de prévoir des choses. Et je dois avouer que c'est probablement ces deux romans-là, enfin ces deux cycles. Qui m'ont inspiré à la fois à faire de la data science et à rêver un peu. Ah, génial, je comprends tout à fait. Donc, tu es un petit peu notre Harry Seldon, le psychohistorien. Ouais. Il y a quelqu'un que j'ai reçu récemment qui est un petit peu un futurologue là-dessus. Il m'a dit un truc très juste. Au début, je me suis dit, il exagère. Il me disait, le mulet dans Fondation, c'est Elon Musk. C'est vrai, ça. Franchement. Mais alors, qui est Demerzel? Qui est Demerzel? Qui est Danel et Demerzel? Eh oui, c'est ça la question. On va trouver les personnages. Ouais. Florian, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. On va suivre tes essais. Lisez-le, c'est super bien ce que tu as écrit, Children of AI. Et aussi, on va suivre aussi de très près ce que fait Dataiku. Et donc voilà, merci Florian, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Félicitations. Dernier effort, notez-moi 5 étoiles. Le podcast Comptoir IA est soutenu par l'accélérateur Alliance, toujours à la pointe de l'innovation technologique. Contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA. À bientôt.